Bonjour à tous et à toutes. Aujourd'hui, nous allons vous présenter la QDR du projet Météolis. Notre projet peut être divisé en 3 grandes catégories: météo, climat et données et communication. Nous allons vous montrer pour chaque catégorie les objectifs principaux. Pour la partie météo, nous allons vous montrer les connaissances, c'est-à-dire celles qui ont été acquises en classe, les interventions et les visites, et la station météo. Puis, pour la partie climat, nous allons vous montrer la phase du climat, la campagne de sensibilisation, les glaciers et sur les traces du glacier du Rhône. Finalement, dans les données et communications, nous allons vous montrer le cahier des charges de notre application et l'application. Nos objectifs principaux sont d'acquérir des connaissances sur la météo et installer une station météo à l'école. En classe, on a eu des cours de sciences sur la météo. On s'est par exemple demandé qu'est-ce que c'était la météo, qu'est-ce qu'on mesure en météo, quels sont différents phénomènes météo, et on a fabriqué de façon artisanale quelques instruments de mesure. Dans les interventions, on a eu Monsieur Mourigi qui est venu nous expliquer comment se forment les vents, le papa de Chloé, Monsieur Chauvet, qui est venu nous expliquer pourquoi la météo est tellement importante dans l'aéronautique. Nous sommes aussi allés visiter l'Organisation mondiale de météorologie à Genève. Nous avons été reçus par Madame Isabelle Fat, qui est prévisionniste à Météo Suisse. On a visité les salles de prévision, rencontré d'autres prévisionnistes et assisté au bulletin météo de ce jour-là, le 10 octobre. Concernant la station météo, on a fait des recherches et on a identifié 2 options. L'option 1, une station météo avec des capteurs reliés à un microcontrôleur. Le microcontrôleur a ensuite besoin du Wi-Fi et d'autres programmes pour envoyer les données à un ordinateur ou un site web. La deuxième option est une station connectée tout en un avec des capteurs qui mesurent la température, l'humidité, les précipitations, la force et la direction du vent, le rayonnement UV, la luminosité et la pression atmosphérique. Les capteurs communiquent avec une console par ondes radio avec une portée de 100 mètres. La console envoie les données à des services météo en ligne grâce à du Wi-Fi. Pour chaque option, nous avons fait une estimation des coûts. 199,10 francs pour les capteurs reliés à un microcontrôleur et 159 francs pour la station météo connectée. Puis nous avons comparé les 2 options et nous avons choisi l'option de la station météo connectée. Il nous manquait encore le devis pour avoir le Wi-Fi dans le container. On a envoyé une demande de devis à l'entreprise KDSI qui s'occupe du Wi-Fi à l'école. Ils nous ont expliqué qu'il fallait mettre une antenne sur notre bâtiment et une autre sur le container. Ils nous ont fourni le devis pour le matériel nécessaire. Le devis est de 919,15 francs. À cela, il faut également ajouter le tirage et le passage des câbles réseau par un électricien et la livraison et la configuration à l'école par KDSI. Tout ça pourrait monter à plusieurs milliers de francs. Nous avons donc décidé de ne pas aller de l'avant avec cette option. Nous avons mis la console de la station météo dans notre bâtiment car la console communique par ondes radio avec une portée de 100 mètres. Nous sommes allés voir Monsieur de la Madeleine dans son bureau pour lui faire une demande de budget de 159 francs pour acheter la station météo. Monsieur de la Madeleine a été d'accord et alors nous avons commandé la station. Nous voulions l'installer sur le toit du petit conteneur qui est à côté de la cour de récréation sur lequel il y a déjà une éolienne et un panneau solaire. Il nous fallait un poteau sur lequel fixer la station. Pierre-Alain et Gaël ont trouvé un tube en plastique avec le bon diamètre. À l'aide de M. Lopez, nous sommes montés une première fois sur le toit du petit conteneur pour voir comment nous pourrions l'installer.
Après plusieurs essais, nous avons remarqué qu'il y avait des trous au niveau du support du panneau solaire et qu'avec des vis, nous pourrions fixer le tube. Nous avons donc marqué les endroits où percer le tube. Nous avions ensuite dû scier le tube à la bonne longueur, percer les trous, puis fixer la station météo sur le tube. Nous sommes remontés sur le toit du petit conteneur pour visser le tube au support du panneau solaire. Nous avons rajouté une sécurité supplémentaire au cas où la station se décrocherait du tube. Maintenant, on passe à la partie climat. Les objectifs principaux pour cette partie sont d'étudier certaines causes et conséquences du changement climatique et travailler sur les glaciers. Nous avons participé à un atelier qui s'appelle la phase du climat. C'est le météorologue climatologue M. Ancelin Coulon qui est venu l'animer. Nous avions des cartes avec des causes et des conséquences du changement climatique et il fallait les passer au bon endroit sur une grande fresque. À la fin, nous avons fait un tableau qui est là-bas, avec des actions simples qu'on pouvait mettre en place pour moi, ma famille et pour l'école. En lien avec ces actions, nous avons décidé de faire une campagne de sensibilisation sous forme d'affiches à l'école. Nous avons choisi 3 axes, l'économie d'énergie, les transports et le gaspillage alimentaire. Ensemble, nous avons choisi un slogan global pour toute la campagne. Être écologique, c'est logique. Et les actions à mener pour chaque axe. Pour l'économie d'énergie, éteindre les lumières en sortant d'une pièce, moins allumer la lumière, moins utiliser le chauffage, la climatisation, éteindre et débrancher les appareils électroniques non utilisés. Pour les transports, moins utiliser la voiture au profit des transports publics ou du vélo et réduire le gaspillage alimentaire à la cantine. Nous étions organisés en 3 groupes de travail, un par axe. On a d'abord imaginé nos affiches, les slogans et les textes sur papier. Puis on a appris à utiliser le logiciel Canva pour réaliser les affiches. Sur chaque affiche, on a le slogan de la campagne, le logo de notre projet et une section « Le savais-tu » pour informer les gens qui seront en contact avec nos affiches. Nous voulons bien sûr savoir si notre campagne va être efficace. Pour l'économie d'énergie, on veut demander à la direction des informations sur la consommation d'énergie après la campagne et à la même période l'année dernière pour voir si ça a diminué. Pour la partie transport, on a fait un sondage auprès des élèves sur l'utilisation des transports. Et on va leur reposer des questions après la campagne. Bien sûr, ce n'est pas parfait. Par exemple, c'est le printemps et c'est plus simple de prendre les transports publics ou le vélo quand il fait beau. Mais cela nous donnera quand même une idée. Et pour le gaspillage alimentaire, on a pesé les aliments jetés à la cantine pendant 1 semaine avant de poser les affiches. Nous ferons la même chose après la campagne. Sur 1 semaine, il y a eu environ 30 kg de déchets alimentaires jetés entre le B1 et le B2. Par groupe de 2, nous sommes passés dans toutes les classes pour expliquer notre projet. Nous leur avons présenté les affiches et nous avons demandé l'autorisation aux enseignants de les afficher dans leur classe. Nous avons aussi mis certaines affiches dans les couloirs et les bistrots. Nous avons fait passer le sondage sur l'utilisation des transports aux élèves à partir de la 3e. Voici les résultats du questionnaire que l'on a fait passer aux élèves. Nous avons trouvé que le 64% des élèves interrogés utilisent la voiture 5 jours sur 5, 21% au moins 1 jour mais moins de 5 et 15% n'utilisaient pas du tout la voiture. Pendant le week-end, on voit aussi que c'est la voiture, le transport le plus utilisé. On a aussi posé une question sur les réseaux de déplacement en voiture. Les élèves pouvaient mettre plusieurs réponses. La réponse la plus choisie était « Je vis trop loin de l'école et des activités le week-end », puis c'est plus pratique et plus rapide. 21% des réponses étaient « Mes parents préfèrent » et finalement 14% des réponses étaient « Pas de transport adapté ». Ils pouvaient mettre aussi autre chose
Et on a eu des réponses comme parce qu'il pleut ou le matin c'est moins fatigant. On leur a aussi posé la question: penses-tu pouvoir changer tes habitudes et celles de ta famille pour moins utiliser la voiture? En semaine, environ un tiers des élèves ont répondu peut-être et un tiers ce sera difficile. 14,5% des élèves ont répondu oui facilement et 14,5% non impossible. Les résultats pour le week-end sont similaires avec un peu plus de peut-être et de oui. Finalement, nous leur avons demandé pourquoi est-il important de ne pas utiliser la voiture. Les élèves pouvaient choisir plusieurs réponses. La réponse la plus donnée était pour moins polluer. Comme vous le savez, on a aussi travaillé sur les glaciers. Monsieur Moredi est venu nous parler des glaciers et du recul des glaciers. On est aussi allé visiter une exposition au musée historique de Lausanne. Lors de la PDR, Monsieur de la Madeleine nous avait posé une question sur la fonte des glaciers et le niveau des mers et des océans. Pour mieux répondre à cette question, nous avons fait une modélisation en classe. Une modélisation, c'est une façon de représenter quelque chose de réel en plus petit ou en plus simple pour mieux le comprendre. Nous avons utilisé 2 bacs transparents. Dans un bac, nous avons mis les glaçons directement dans l'eau. Ça représente la banquise. Dans l'autre, nous avons mis les glaçons sur un support de Lego. Ça représente le glacier. Nous avons marqué le niveau de l'eau. Nous avons observé que la fonte des glaçons dans le bac qui représente le glacier a fait une augmentation du niveau de l'eau. La fonte des glaçons dans le bac qui représente la banquise n'a pas fait une augmentation de l'eau. On peut conclure que la fonte des glaciers fait directement monter le niveau des mers et des océans, mais pas la fonte de la banquise. Mais cela ne veut pas dire que la fonte de la banquise est sans conséquence. Tout d'abord, il faut parler de l'albédo. L'albédo, c'est une capacité d'une surface à réfléchir la lumière du soleil. La neige et la glace sont très claires. Elles renvoient beaucoup de lumière, ce qui empêche la chaleur d'être absorbée. Quand la banquise fond, elle est remplacée par l'eau de l'océan, qui est plus sombre et qui absorbe davantage de chaleur, ce qui accélère la fonte des glaces sur le continent. De plus, l'eau se dilate en se réchauffant, ce qui accélère aussi la fonte des glaces. Nous avons appris qu'il y a environ 20 000 ans, nous étions ici sous plusieurs centaines de mètres de glace du glacier du Rhône. Et, comme les enquêteurs, nous allons sur le terrain suivre les traces du glacier du Rhône. Monsieur Moredi nous a expliqué ce qu'était l'érosion glaciaire. Les plus grandes formes d'érosion glaciaire sont les vallées, les lacs et les moraines. Il y a de plus petits indices comme les blocs erratiques, les roches moutonnées, les stries glaciaires, les marmites glaciaires et les drumlins. On est allé voir les pierres du Niton à Genève. Ce sont des blocs erratiques déposés par le glacier du Rhône. On sait que ce sont des blocs erratiques parce qu'ils sont en granit, alors qu'il n'y en a pas autrement dans cette région. Ils viennent du massif du Mont Blanc. On est allé voir la pierre des Diablerets à Belmont-sur-Lausanne, qui a été dépassée depuis les Diablerets par le glacier du Rhône. On avait aussi prévu d'aller voir la pierre à Combeau à Romanel-sur-Lausanne. Mais la météo ne nous a pas permis de le faire, alors nous avons parlé en classe. Ce bloc erratique vient de la région de Martigny. Nous sommes ensuite allés à Saint-Maurice pour continuer notre enquête. Nous avons vu la marmite glaciaire des Caillettes. Une marmite se forme quand la glace fond et l'eau coule sous le glacier. Des tourbillons peuvent se former et faire des trous. Cette marmite est la plus grande de Suisse. De l'autre côté de la vallée, on est allé voir de près des roches moutonnées et striées. Lorsqu'un glacier avance, les cailloux qui sont dedans frottent les roches et laissent des traces. Ce sont des stries. Et les roches prennent une forme particulière, un peu arrondie. On les appelle des roches moutonnées. Jeudi et vendredi, nous prévoyons d'aller 2 jours dans la région du Sion pour voir d'autres traces laissées par le glacier du Rhône.
Comme nous travaillons sur le Moyen-Âge en histoire, ce séjour sera aussi l'occasion de comprendre comment l'homme a utilisé l'aménagement du territoire en visitant des châteaux. Nous irons et reviendrons avec le bus de l'école. Il pourra assurer certains de nos déplacements sur place. Nous irons tout d'abord à Martigny visiter le château de la Battia et y faire une chasse au trésor. De cet endroit, nous pourrons aussi bien voir le verrou de Saint-Maurice, là où la vallée est 10 fois plus étroite. Ensuite, le bus nous déposera à Saint-Maurice avant de retourner à Vivalis. À Saint-Maurice, nous allons visiter la grotte aux fées. Le prix est de 86 francs. Nous allons passer la nuit dans l'abbaye de Saint-Maurice. Le prix est de 25 francs par personne, donc 250 francs au total. Cet endroit est aussi intéressant pour nous puisque l'abbaye a été fondée au Moyen-Âge. Le lendemain, le bus revient nous chercher à Saint-Maurice et nous emmène à Sion où nous irons voir les collines de Valère et Tourbillon qui sont des drumlins. Un drumlin, c'est lorsqu'un paysage irrégulier lorsqu'un glacier avance sur un paysage irrégulier, des roches s'y accrochent et forment des collines. Il y a un château sur la colline de Tourbillon que nous irons visiter, puisque en histoire, nous travaillons sur le Moyen-Âge. Nous pique-niquerons sur place avant de revenir à Vivalis dans l'après-midi. Pour connaître le budget des transports, nous avons calculé le nombre de kilomètres que va parcourir le bus. Nous savons que le coût est de 1,50 franc par kilomètre. Comme le bus parcourt environ 400 km, ça fait un total de 600 francs. Pour la nourriture, nous aurons des pique-niques de l'école pour le jeudi et le vendredi midi. Nous aurons un budget à gérer de 15 francs par personne pour le jeudi soir et de 6 francs par personne pour le petit déjeuner du vendredi, ce qui fait un total de 375 francs. Le coût de l'hébergement est de 250 francs, la nourriture 375, les transports environ 600 francs, les activités 236 francs, ce qui fait un total de 1461 francs. Finalement, dans la troisième partie du projet, les objectifs principaux sont d'apprendre à collecter et analyser les données de la station météo et communiquer efficacement les données. Nous avons créé une application mobile pour diffuser en temps réel les données de la station météo. On a commencé par faire des tutoriels pour se familiariser avec le logiciel MIT App Inventor, puis un brainstorming sur ce que va contenir l'application et à quoi elle va ressembler. On a ensuite rédigé le cahier des charges de l'application, dont l'objectif est de développer une application qui permet de consulter les données météo de nos stations et d'explorer la météo et le climat à travers des articles, un quiz et potentiellement un jeu. On a d'abord une présentation de l'application, à qui s'adresse une liste des fonctionnalités principales, les contraintes techniques, les différentes tâches pour créer l'application, le planning du projet et les évolutions possibles jusqu'à la fin de l'année. Voici la partie designée de MIT App Inventor. C'est ici qu'on construit l'apparence de notre application. On choisit les textes, les boutons, les images et on les place sur l'écran. Dans la partie bloc, on programme ce que notre application doit faire. C'est ici qu'on dit à l'application comment elle doit réagir quand on appuie sur un bouton ou quand la station envoie des données, par exemple.
On va vous montrer des exemples de blocs et quelques exemples de blocs de programmation pour vous donner une idée de ce qu'on a fait. Voici l'écran d'accueil de notre application, sur lequel on peut voir les données de la station météo en temps réel. Pour recevoir ces données, on utilise ce qu'on appelle une API. Une API, c'est comme un serveur au restaurant. Le client, c'est notre application. Le client passe la commande, le serveur transmet la commande au chef et le chef renvoie le plat. Avec l'API, notre application demande les données et le site internet envoie les réponses. Voici à quoi ressemblent les données qu'on reçoit grâce à l'API. Il y a beaucoup de choses, alors dans l'application, on doit choisir exactement les bonnes valeurs à afficher. Avec ces blocs, on va chercher exactement ce qu'on veut. On va dans Data, puis dans Outdoor, puis dans Température, et on prend la value. Cette valeur, c'est la température extérieure. On la met dans une variable qu'on appelle température, et après, on change le texte de notre label pour afficher cette température sur l'application. On fait la même chose pour la vitesse du vent, les précipitations, l'humidité et la direction du vent. Mais la direction du vent, on la reçoit en degrés. Alors, on a rajouté du code pour transformer ces degrés en points cardinaux. Et pour faire ça, on a utilisé des blocs if-then. Ça veut dire si la valeur est entre tel et tel nombre, on affiche un certain texte. Ça permet de choisir le bon point cardinal selon les degrés. On a aussi ajouté 3 petites images qui changent automatiquement en fonction du temps. Pour faire ça, on utilise encore les blocs if-then, else. Par exemple, si la température est au-dessus de 20 degrés, on montre cette icône. Sinon, on montre celle-ci. S'il y a des précipitations, on montre cette icône. Et si la vitesse du vent dépasse 20 km/h, on affiche l'icône vent. On a aussi ajouté des graphiques pour montrer l'évolution de la température, des précipitations et de la vitesse du vent pendant les 7 derniers jours. On a utilisé l'API pour demander non pas les données en temps réel, mais les données des 7 derniers jours. Quand on appuie sur le bouton menu, d'autres boutons apparaissent. On a programmé ça avec des boutons if, then et else. Si les boutons sont déjà visibles, alors on les cache. Et quand on appuie, et s'ils sont cachés, on les rend visibles. Dans cet écran, on a des petits articles que nous avons écrits sur la météo et le climat. Ils sont sur des boutons. Quand on appuie sur un bouton, le texte de l'article apparaît. On a utilisé le même système que pour le menu. Si le texte est caché, on le montre. Et s'il est visible, on le cache. Pour le quiz, on a fait une grande liste où chaque question est un petit groupe. Il y a la question et 4 réponses, dont une seule est la bonne. On a aussi une autre liste où on garde les bonnes réponses. On a programmé une fonction qui montre une question en utilisant un index. Par exemple, si l'index est 1, on affiche la première question et ses 4 réponses. Le texte de la question apparaît dans un label et les réponses dans des boutons. À chaque fois qu'on affiche une nouvelle question, on remet la couleur des boutons à gris pour bien recommencer. Quand on appuie sur une réponse, l'application vérifie si c'est la bonne. Pour ça, elle compare le texte du bouton avec la bonne réponse dans notre liste. Si c'est la bonne, le bouton devient vert. Si c'est faux, il devient rouge. Finalement, il y a une petite présentation de notre projet dans laquelle on explique
qui a créé cette application et pourquoi. Puis, en appuyant sur le bouton « Voir les affiches de la campagne », les affiches apparaissent. Et en appuyant sur le bouton « Sur les traces du glacier du Rhône », cette partie de notre projet qui est davantage détaillée apparaît. Notre application est pour l'instant que compatible avec des appareils Android. Si vous avez un appareil Android, on vous propose de tester notre application grâce à un lien ou scanner le QR code. Ensuite, notre objectif est de la publier sur Play Store de Google. Comme elle ne fonctionne pas avec les iPhones, on travaille aussi sur une version web qui pourra être utilisée par tout le monde, peu importe leur type d'appareil. Merci de votre attention.